Un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. Vous le savez, c'est tous les matins sur Radio J avec Christophe Dard et nous sommes aujourd'hui au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, par une série de lois instaurées par le régime de Vichy du maréchal Pétain, notamment celle sur le statut des Juifs le 3 octobre. On l'a vu, les Juifs français sont victimes de discrimination et ne sont plus des citoyens français. Marginalisés, ils ne peuvent plus exercer la plupart des métiers, ils doivent se faire recenser en zone occupée. Quant aux Juifs étrangers, notamment allemands, ils sont internés dans des camps. Parallèlement, la politique de spoliation des œuvres appartenant à des familles juives se met en route dès l'été 1940. À Paris, un certain Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne en France, organise l'expropriation des biens privés et fait main basse sur des collections. Les galeristes juifs sont en première ligne de cette spoliation, mais ils ne peuvent hélas rien faire face à l'occupant. Et beaucoup donc préfèrent quitter la France, conscients du danger de rester dans la capitale. C'est le cas de Paul Rosenberg, l'un des plus célèbres marchands d'art. Nous allons justement faire son portrait ce matin avec vous, Christophe. Et oui, Paul Rosenberg, qui naît donc à Paris le 29 décembre 1881, rue de Châteaudun, dans le 9e arrondissement de Paris. C'est le fils d'Alexandre Rosenberg, marchand d'antiquités juifs originaire de Bratislava, situé dans la partie slovaque de l'Empire, le gros empire d'Autriche-Hongrie, et il est établi depuis seulement 3 ans à Paris. Et puis la mère de Paul Rosenberg, elle s'appelle Mathilde Jelinek, alors très jeune, Paul, qui grandit donc avec ses parents dans la capitale, dans le domicile familial, s'intéresse à l'art. Il passe du temps à la galerie paternelle de l'avenue de l'Opéra, donc située tout près du domicile familial. Il accompagne son père d'ailleurs dans un périple qui passe par Londres, Berlin, Vienne, New York, c'est-à-dire les capitales, on peut dire, des arts de la fin du 19e siècle. Durant cette tournée, Paul Rosenberg nourrit sa passion pour l'impressionnisme et le post-impressionnisme. Il achète 2 dessins de Van Gogh et un portrait d'Édouard Manet. À la mort de son père en 1906, Paul et son frère aîné, Léonce, reprennent la galerie. 4 ans plus tard, ils ouvrent une galerie chacun de leur côté dans le 8e arrondissement de la capitale. Paul choisit le numéro 21 de la rue de la Boétie, à la fois adresse de la galerie et du domicile familial où il vit, avec son épouse Marguerite Ida Lévy, qu'il épouse en 1914, et leurs 2 enfants, Alexandre et Micheline. On est vraiment là au cœur, Ilana, de ce qu'on appelle le Paris haussmannien, dans le Triangle d'Or, là d'ailleurs où il y a beaucoup de galeristes très réputés également présents. La galerie ouvre en 1911 et le frère de Paul, Léonce, dont on n'a pas encore trop parlé, lui choisit le 19 rue de la Baume pour établir sa galerie qui s'appelle l'Effort Moderne. Alors les 2 frères, évidemment, partagent la même passion pour l'art, et en particulier il en a pour un courant à la mode, le cubisme, depuis que le peintre Pablo Picasso a peint ses célèbres demoiselles d'Avignon en 1907, d'ailleurs qui serait un des prostituées de Barcelone. Un vrai choc artistique qui suit de 2 ans une autre révolution incarnée, cette fois par le fauvisme et son chef de file, Henri Matisse. En 1921, les Rosenberg réalisent un joli coup. Les biens de leur principal concurrent, le marchand d'art Daniel-Henri Kahnweiler, sont liquidés à l'hôtel Drouot à Paris. Découvreur de Picasso et de Braque, Kahnweiler a tout perdu. Comme il est allemand, en fait, sa galerie a été mise sous séquestre au début de la Première Guerre mondiale en tant que bien appartenant à l'ennemi. Eh oui, Kahnweiler a tout perdu en quelques années. Et figurez-vous, Ilana, que lors de cette vente aux enchères, l'expert, c'est Léonce Rosenberg, qui profite du coup de son statut pour sous-évaluer les œuvres qu'il a ensuite rachetées à bas prix. Donc avec Paul, en fait, ils revendent les tableaux sous-évalués avec un énorme bénéfice, ce qui leur permet du coup d'enrichir leur collection avec beaucoup d'œuvres maîtresses, mais sans du coup dépenser beaucoup d'argent. Alors imaginez évidemment, c'est pas une pratique très loyale, c'est moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, certains artistes seront très en colère. Ils estiment tout simplement que leurs œuvres, évidemment, valent beaucoup plus et que les Rosenberg ont profité de la situation de faiblesse de Kahnweiler pour faire fructifier leurs affaires. Et c'est surtout Léonce Rosenberg qui va faire les frais de cette colère, et ses affaires seront dès lors moins florissantes, alors que Paul Rosenberg, lui, devient un galeriste réputé, et c'est avec Picasso qu'il est d'ailleurs le plus proche. Il est son représentant en France et à l'étranger. Le peintre espagnol est le témoin de la naissance même du fils de Paul Rosenberg. Ce dernier conseille à Picasso de se tourner vers un autre style que le cubisme à la fin des années 1910. Le natif de Malaga choisit de revenir donc au figuratif dans un style néoclassique. Et oui, vous savez, Picasso changeait régulièrement de style artistique à peu près tous les 2-3 ans. Et d'ailleurs, la petite histoire raconte que Picasso, le voisin donc de Rosenberg, au numéro 23 de la rue de la Boétie, montre à son galeriste ses toiles à peine sèches depuis la fenêtre de la cuisine côté cour. Vous me direz, c'est plutôt pratique, il n'y a pas de transport comme ça, et pour Picasso, comme pour les autres, Rosenberg utilise à chaque fois la même méthode. Il élabore des contrats dits de
première vue, c'est-à-dire qu'ils donnent une grosse somme d'argent par an en échange du meilleur de la production. Mais même si les peintres modernes sont nombreux à le rejoindre, il y a Braque, il y a Léger, il y a Matisse, il y a Marie Laurencin aussi, eh bien Rosenberg ne suit pas les modes. Il refuse par exemple d'exposer les peintres surréalistes qui s'imposent sur la scène artistique des années 20 et surtout, il prend soin d'exposer les classiques qu'il adore, entendez par là Delacroix, Courbet et les impressionnistes. Ainsi, au premier étage du 21 rue de la Boétie, dans un décor très bourgeois et cosy de l'art moderne, est exposé au premier étage, alors que l'impressionnisme est au second. Son frère Léonce est plus avant-gardiste, il n'expose que de l'art moderne, du cubisme, de l'art abstrait, les artistes Mondrian ou bien encore Picabia. Et Léonce Rosenberg écrit, c'est intéressant, en 1934, il n'y a que 3 sortes de peinture. La peinture noble, la peinture bourgeoise et la peinture de concierge. Grâce au cubisme, nous avons connu au XXe siècle, pendant 25 ans, une peinture noble. Vous parlez du caractère outrancier des Russes, des Espagnols et des Israélites. Passe pour les Russes et les Espagnols de souche ibéro-visigothique, mais je proteste pour Israël qui a derrière lui et en lui 5000 ans de culture, la musique sacrée et profane et la littérature classique juive. C'est pourquoi, faute de tradition plastique, Israël n'a pu jusqu'à présent s'épanouir dans le domaine de l'art. Cependant, à côté des peintres fauves, issus de pays barbares ou sans tradition artistique tels que Chagall, Soutine, Pasquin, etc. Nous avons connu Picasso et Modigliani, le premier surtout conservant la mesure méditerranéenne dans leur audace. Paul Rosenberg travaille à un rythme effréné. Il organise une exposition par mois dans sa galerie, ce qui est énorme. Il prend rapidement conscience qu'il faut chercher d'autres marchés. Il ouvre ainsi une autre galerie à Londres. On est en 1935. Il est l'un des premiers à prendre conscience de l'importance notamment des États-Unis. Et en 1934, d'ailleurs, il organise à New York l'exposition Braque, Matisse, Picasso, qui remporte un grand succès. Et à la fin de la décennie, conscient des tensions internationales et des risques de conflit en Europe, Paul Rosenberg choisit justement les États-Unis pour répartir sa collection, mais aussi l'Australie et l'Amérique du Sud. Au même moment, le pouvoir allemand organise en Suisse la vente d'œuvres dites dégénérées, comprenez par là les œuvres que n'aiment pas les nazis, parmi lesquelles figurent justement les grands noms exposés par Rosenberg. Au moment de l'occupation de la France par l'Allemagne, on est là en juin 1940, il reste encore plus de 260 pièces dans sa galerie et partout en France, des Picasso, des Matisse, des Braque, des Monet, des Delacroix, des Van Gogh ou encore des Renoir. Il faut faire vite pour les cacher. Rosenberg stocke donc certaines pièces à Tours sous le nom de son chauffeur. D'autres sont cachées dans sa résidence de Floirac en Gironde. 162 toiles sont également placées dans un coffre-fort d'une banque à Libourne, près de Bordeaux. Ouais, Paul Rosenberg part avec sa famille pour New York grâce à des visas émis par le consul général du Portugal à Bordeaux. Pendant ce temps, le chauffeur de Rosenberg a pour mission d'expédier les œuvres de l'autre côté de l'Atlantique, mais il est trop tard. Son immeuble parisien, en effet, est réquisitionné par l'occupant dès le 4 juillet 1940, c'est-à-dire quelques semaines seulement après l'entrée des Allemands dans Paris, ce qui montre bien, et on l'a su par la suite, que les nazis avaient en fait déjà préparé avant la guerre une liste des galeries sur lesquelles ils pourraient faire main basse des œuvres au moment bien sûr de l'occupation. 2 mois plus tard, donc toujours en 1940, c'est au tour de la résidence du galeriste, on en parlait à Floirac près de Bordeaux en Gironde, d'être encerclé par les nazis, et à la suite d'une dénonciation, les nazis s'emparent également des tableaux stockés dans le coffre-fort de la banque à Libourne. Les biens de Paul Rosenberg sont expropriés et spoliés malheureusement par les nazis, et ce n'est que le début de persécutions entreprises contre Paul Rosenberg. C'est ce que nous verrons d'ailleurs au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France. Merci Christophe et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France.